Hey vous! Oui, vous! Vous en avez marre de faire la vaisselle? Vous en avez marre de chercher la deuxième chaussette? Vous en avez marre de devoir laver votre sol? J'ai la solution pour vous. Prime Video. Prime Video est un service de vidéo à la demande créé par Amazon et présent dans de nombreux pays. Riche d'un catalogue de plus de 4000 titres, vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Que vous aimiez les anciennes séries ou les récentes, les classiques des années 80 ou la sortie de l'année, tout est entre vos mains. Pour un prix de départ de 3,49€ pour les étudiants. Je suis pas étudiant. Ah, dommage, donc ça sera 6,99€ pour vous, pour un abonnement sans publicité. Vous êtes heureux? Ben, ça règle aucun de mes problèmes, en fait. Parfait. En cliquant sur le lien dans la description, vous aurez un accès à l'offre d'un mois d'essai gratuit. Alors n'hésitez pas. Et en le faisant, vous soutiendrez énormément cette chaîne. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Y a rien. Oui, bien sûr. Parce que tu crois que je vois pas que tu fais la gueule depuis qu'on a quitté le supermarché? Je trouve que t'as abusé. De quoi? Elle t'avait fait quoi, cette caissière? Elle m'a pas dit bonjour. Et ça méritait un headshot? Eh ben, elle avait qu'à dire bonjour. Et la petite vieille? Non mais t'as vu à quelle vitesse elle a avancé? Sérieux? Donc t'étais obligé de lui foutre le feu. Oh bah t'as vu, après, bizarrement, elle avançait vachement plus vite. Et le gosse? Non, réponds pas. Par contre, tu m'expliques pour elle? Qui ça, elle? Elle! Ah, elle! Oui, elle! Ben, elle me gênait avec son caddie. Donc fallait la prendre avec. Non mais t'as fini de râler là. On est en voyage de noces là. On se balade, on s'amuse, et là t'es là en train de chipoter sur des détails. Des détails? Mais c'est un otage du coup. Ouais, on s'en débarrassera au prochain pack là. Ouais, discret s'il te plaît, hein. Ouais. Né le 15 septembre 1946 à New York dans l'arrondissement de Manhattan, il est l'unique enfant de Louis Stone, un financier de Wall Street issu d'une famille juive franco-américaine, qui lui inspira plus tard le film Wall Street, et de Jacqueline Godet, elle aussi une française de confession catholique, ce qui explique l'aisance d'Oliver avec le français. Celle-ci, âgée d'à peine 19 ans et d'une famille modeste, rencontre Louis Stone à Paris peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, alors que celui-ci officiait chargé des finances dans le cabinet du général Eisenhower. Ils se marient en novembre 1945 et partent pour New York. Oliver est élevé dans des conditions privilégiées, même si en raison de nombreux voyages de sa mère en France, une babysitter remplace le plus souvent ses deux parents. Le couple finit par divorcer, chose qui sera longtemps difficilement acceptée par leur fils. Oliver entame des études à Yale où il fréquente George W. Bush, tout en y faisant preuve d'esprit aventurier et provocateur. Il écrit un manuscrit rejeté par une demi-douzaine d'éditeurs et décide alors sur un coup de tête de s'engager dans l'armée. Engagé dans l'infanterie, Oliver effectue ses classes à Fort Jackson en Caroline du Sud avant d'être envoyé au Vietnam le 14 septembre 1967. Il se fait alors appeler Bill, le prénom Oliver faisant trop efféminé auprès du corps militaire. La guerre terminée, il rentre au pays et il reprend ses études tournées vers le cinéma. Sa pension militaire lui permettant de payer les frais de scolarité, il intègre l'université de New York. Il y rencontre Lloyd Kaufman, fondateur de la société Trauma Entertainment, spécialisée dans le film d'horreur, et surtout Martin Scorsese, qui devient son professeur, lui conseillant de puiser dans son expérience personnelle et sa vie pour écrire. Il écrit des scripts stylisés qui plaisent aux producteurs et se retrouve ainsi au générique de films des plus grands réalisateurs comme Brian De Palma pour Scarface, Alan Parker pour Midnight Express et Evita, ou encore Michael Cimino pour L'Année du Dragon. Il enchaînera les années suivantes une flopée de chefs-d'œuvre dont il m'est impossible de vous parler ici, sinon cette émission ferait plus de 2 heures. Alors faisons un petit bond en 1993. Le scénario original est l'œuvre de Quentin Tarantino. Au début des années 90, il vend les droits du script aux producteurs Jane Hamcher et Don Murphy pour $10 000 et tentera sans succès de le réaliser lui-même avec un budget de $500 000. Les producteurs le vendent finalement à Warner Bros. Oliver Stone découvre à ce moment-là le scénario et pense que c'est le projet idéal après la production difficile de son précédent film Entre ciel et terre en 1993. Avec l'aide de Richard Rutofsky
Kieslowski et David Veloz, Stone réécrit le script, en conservant cependant quasiment mot pour mot tous les dialogues de Quentin Tarantino. Stone modifie cependant en profondeur la structure initiale du script en recentrant l'attention sur les deux tueurs en série tout en donnant un rôle très important aux médias par l'intermédiaire du journaliste Wayne Gale. Rappelant la structure narrative du film d'Orson Welles, Citizen Kane. Quentin Tarantino, insatisfait de la version de son script revisité par Oliver Stone, renie alors publiquement la paternité du scénario final. Il demande en conséquence que ne soit mentionné au générique que son implication dans la création de l'histoire originale. En réécrivant le script, Oliver Stone a aussi changé de registre, délaissant le film d'action pour se concentrer plus particulièrement sur l'aspect satirique en critiquant les médias. Au départ, Oliver Stone pensait à un truc léger, un simple film d'action. C'était l'idée de départ. Le script de Tarantino était super et ils allaient pouvoir s'amuser avec le genre, faire un truc dont Schwarzenegger serait fier. Puis, sans le savoir, le film est devenu plus profond. Oliver voulait faire des repérages. Ils ont donc parcouru le pays et c'était vraiment délire. Le film prendra réellement forme au cours de ce voyage, car au cours de ce road trip sur une route désertique au milieu de nulle part, ils ont été suivis par un flic Navarro alors qu'il prenait de la drogue. Oliver a flippé et a dit au conducteur qu'il conduisait trop lentement. Le chauffeur lui a répondu qu'il était à vitesse maximale. Alors Oliver lui dit que c'est sûrement ça qui rendait le flic méfiant. Alors Oliver a mis son pied sur l'accélérateur et la voiture a quitté la route. Mais pas de problème, ça les a bien fait rire à cause des champignons hallucinogènes qu'ils venaient de manger. C'était donc impossible pour eux de se contrôler. Michael Madsen a été un temps envisagé pour incarner Mickey, mais aurait refusé sur les conseils de Quentin Tarantino, qui venait de le diriger dans son Reservoir Dogs. Et j'ai eu beau chercher, mais j'ai pas trouvé de raison à ça. Sinon que Tarantino avait peut-être un peu le seum à cause de la réécriture du scénario. Ses autres partenaires comme Steve Buscemi et Stamos seront aussi envisagés pour le même rôle. Quant au rôle de Mallory, le premier choix était Rosanna Arquette, tandis que Gary Oldman et James Woods sont évoqués pour incarner Scagnetti. Pour le rôle de McCluskey, Lance Henriksen et Gene Hackman seront pressentis alors que Powers Booth et Billy Bob Thornton l'étaient pour celui de Wayne Gale. Tom Sizemore est un des personnages les plus drôles qu'Oliver ait rencontrés. Il y avait plein de personnages étranges dans ce film, mais Oliver disait à Sizemore qu'un film c'était comme une table, et que là il a fait une table à 5 pieds. Il sait qu'il en a 4 qui sont bons, et Oliver demandera à Sizemore s'il a l'intention d'être le seul pied bancal. Tom lui répondra que non, qu'il ne veut surtout pas foutre en l'air cette table. Oliver pense que pour Tuerney, l'attitude anarchique de Woody Harrelson, du genre « après moi le déluge », ressortirait très bien, et quand Woody est rentré, il avait les yeux pétillants avec ce drôle de sourire. Il demanda à Oliver pourquoi il avait pensé à lui, alors qu'il avait seulement pu le voir dans Les Blancs ne savent pas sauter et Cheers, ce à quoi Oliver lui répondra qu'il voyait de la violence en lui. En fait, pourquoi tu m'as choisi? C'est parce que je vois de la violence en toi. Sérieux? Bah c'est bien la première fois qu'on me dit ça. Oliver adore Woody, mais il trouve que c'est un vrai cinglé. Et c'est ce qu'il fallait pour incarner le rôle de Mickey. Il a connu beaucoup de violence dans sa vie, mais il ne comprenait pas comment Oliver avait réussi à s'en rendre compte. Son père était en prison pour meurtre, car c'était un tueur à gages. C'est pour ça qu'il pensait que Woody avait ça dans le sang, car il venait de ce milieu-là. Et Oliver l'a vu dès le début. Avec Juliette, il a tout de suite senti quelque chose de décalé. Pour elle, être une comédienne, c'est créer et jouer un rôle. C'est comme les enfants qui imaginent plein de choses. Ils jouent au cow-boy, ils font semblant de se bagarrer, et avec elle, Oliver ne pouvait rien aborder de façon conventionnelle. Elle n'aimait pas répéter. En fait, il pense qu'elle n'aime pas l'approche habituelle du jeu, car elle suit toujours son instinct. Tommy Lee Jones, en parlant de son rôle, dira qu'il a toujours pensé à Molière, au bourgeois gentilhomme, avec ce type prétentieux pour imaginer son personnage. Pour ce film, Oliver a permis à Tommy Lee Jones de jouer ce qu'il n'avait jamais pu jouer avant, un pecno. Quelqu'un de faussement élégant se doit de porter une moustache comme dessinée au crayon, des cheveux dressés en canard et des favoris à la Carl Perkins. Quand on a demandé à Tommy ce qu'il voulait comme coiffure, il a répondu comme un Studebaker de 57. Oliver était très content d'avoir eu la chance d'avoir Robert Downey Jr. car il trouvait que c'était un acteur parfait. Son personnage n'était rien, c'était un lâche sans caractère comme Oliver les aime.
Le tournage durera 56 jours. Dans les lieux, on retrouvera le pont Rio Grande George Bridge, aux environs de Taos, au Nouveau-Mexique, pour la scène du mariage. Les scènes de l'émeute en prison ont été filmées dans le pénitencier Stateville Correctional Center à Crest Hill dans l'Illinois. La scène de l'entrée au tribunal a été tournée dans le centre de Chicago. Le tournage aura aussi lieu dans d'autres petites villes du Nouveau-Mexique comme Albuquerque, San José, Shiprock, Farmington ou Gallup, mais aussi en Arizona, Holbrook ou Winslow, ainsi qu'à Hammond dans l'Indiana. Pour rester dans l'ambiance du film, de la musique agressive était diffusée sur les plateaux de tournage et selon certains témoignages, il y aurait même des coups de feu qui étaient régulièrement tirés, histoire de garder tous ces acteurs dans une sorte de tension permanente. Oh la vache, le tournage quoi! Certaines répétitions étaient plutôt dingues. Ils étaient tous en roue libre. C'était complètement délirant quand Tom est arrivé sur le plateau. Oliver mettait de la musique entre les prises. Une musique africaine complètement psychédélique. Et il la mettait très fort. Robert disait que c'était un tournage de cinglé. Tout ce qui pouvait nuire à la santé mentale et à l'intégrité morale a été compromis. Et pour lui, c'était un excellent souvenir de tournage. Woody Harrelson dira qu'il était la personne la plus normale du groupe, ce qui était une première historique pour lui. Et connaissant le personnage, je sais pas si c'est rassurant en fait. Oliver dit qu'ils étaient en état de siège. Ils buvaient, sortaient, dînaient et travaillaient ensemble. Ils faisaient ce film ensemble. Et Oliver en était le chef. Il stimulait sans cesse les gens, il pressait constamment l'équipe en leur disant qu'il n'avait pas le temps et son influence sur l'équipe se traduisait à l'écran. Ils travaillaient à un rythme effréné. Je répète, ils ont fait le film en 56 jours. Les autres réalisateurs étaient impressionnés et admiraient le fait qu'il ait fait tout ce travail en aussi peu de temps. Beaucoup n'ont pas dormi, c'était une expérience complètement surréaliste. Oliver voulait sortir de l'ordinaire, atteindre un autre niveau et pour ce film, ils ont utilisé 18 formats différents. Du 35 mm, du 16 mm, du 8 mm, des cassettes vidéo et même du Super 8 et tout ce qu'ils pouvaient trouver. Les changements de plan sont extrêmement rapides et il y en a plus de 3000 en tout dans ce film. Le film a été décrit comme le plus gros film expérimental jamais fait. Et ça, c'est parce qu'il pouvait utiliser toutes ses ressources pour expérimenter. Oliver voulait aussi faire des transparents. Au départ, il voulait des plaques normales, mais Corwin lui a suggéré de faire des plaques psychologiques. S'il voulait un paysage, pourquoi ne pas montrer un paysage psychologique? Et Oliver lui a répondu « Montre-moi ». Et c'est ce qu'on retrouvera dans le film. Les projections ont été compliquées car il fallait les monter à l'avance. Ensuite, ils étaient projetés pendant que les acteurs jouaient sur scène. Du coup, il fallait rester synchro et c'était très compliqué. Heureusement, Oliver avait de très bons monteurs et un très bon chef-op qui l'ont vraiment aidé à tout concrétiser. Bob Richardson, l'un des caméramans, racontera qu'Oliver leur avait dit « Allez au plus profond de vous-même, donnez-moi vos idées et parlons-en ». Ce qui sera l'occasion pour vous d'aller dans l'extrême. Une fois que Mickey et Mallory ont tué, ils pénètrent dans un monde sans aucune règle. Il était donc logique qu'Oliver brise aussi toutes ces règles. À un moment, Oliver voulait faire un plan subjectif vers la porte et c'est Philip Pfeiffer, le caméraman de la seconde équipe, qui l'a fait. Et il se blessera. Finalement, c'est Bob qui le fera, mais il était furieux. Oliver était sur son dos en permanence car il lui arrivait d'être un provocateur qui pousse les gens à faire leur meilleur boulot. Mais malheureusement, Bob s'est blessé aussi pendant la prise. Il leur manquait donc 2 cadreurs. Oliver a trouvé ça drôle, mais ce jour-là, il est devenu persona non grata. Pour la scène où Scagnetti rejoint Mallory dans la cellule, Tom dit « Debout Mallory !» Il a attendu une seconde, puis l'a répété. Et comme elle ne réagissait pas, il est parti. Oliver s'est énervé en lui demandant ce qu'il faisait et en disant de ne pas couper. Et arrivera en courant sur le plateau. Il arriva comme un fou devant Tom, essuia la sueur de son front avec son bandana, et Tom lui dira qu'elle dort. Oliver lui répondra « Oui !» Elle est censée dormir. Et Tom lui répondra non, elle dort vraiment en fait. Du coup, il est allé voir et s'apercevra qu'effectivement, elle dormait. Tout le monde s'est donc éloigné pendant qu'Oliver allait la réveiller. Elle ira ensuite dans sa caravane pour mieux se réveiller. Puis, ils ont fait la scène. À un moment, elle devait pousser la tête de Tom contre le mur. La scène avait été bien préparée. On leur avait appris comment frapper dans le tibia et faire des trucs qui font mal. Des choses comme piétiner ou frapper le visage. Donc, comme prévu, elle tape à la tête de Tom contre le mur. Et lorsqu'il dit sa réplique « Elle m'a cassé le nez !» Eh ben en vrai, elle lui avait vraiment cassé le nez. Oliver demande alors à Chris ce qu'il doit faire et il lui répondra qu'il faut faire un point de suture. Mais Tom pouvait lire sur le visage d'Oliver que là ce n'était pas possible car il fallait tourner tout de suite puisque Juliette était debout. Donc il n'était pas possible de le recoudre maintenant. Il lui dira que sauf si on est mourant ou amputé, on continue à tourner. C'est ça qu'on appelle souffrir pour son art.
Woody dira que le tournage dans la prison a été extrêmement intense. Il devait aller là-bas tous les jours et entendre toutes ces voix. Des voix désincarnées qui lui criaient « espèce de skinhead ». Les détenus criaient après Juliette, mais ils aimaient beaucoup Robert. C'était à celui de Juliette ou Robert qu'il les excitait le plus sexuellement. Woody leur aurait bien répondu, mais il était en prison et aurait bien pu se faire poignarder, car ils étaient tout le temps en contact avec les détenus. Alors que Robert marchait dans les sous-sols avec Owen, il se demandait ce qu'il tombait des tuyaux de canalisation. Et en fait, il s'était rendu compte qu'il marchait dans la merde des criminels. Dont genre 78% sont séropositifs. Sympa le tournage. C'était plutôt dingue là-bas, mais bien dans l'esprit du film. Il filmait dans des endroits destinés à ceux qui cumulaient 2 condamnations à vie, pour mettre en scène une émeute avec 450 types qui ont tous 2 condamnations et qui n'ont absolument rien à perdre. Et ça étonnait encore toute l'équipe qu'on les ait laissés rentrer dans cette prison. On risque rien là? Mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. Non mais parce que j'ai l'impression qu'il court droit sur nous là. Mais non, mais c'est ton imagination. Oui mais mon imagination elle se rapproche drôlement. Bon allez, moi je me casse. Ah, je te jure. Oh merde. L'ambiance était complètement dingue, il y avait des incendies partout, des gens couraient dans tous les sens, sans parler des coups de feu. Tout était censé être imaginaire, mais il y avait un côté très réel dans la situation. Woody ne pense pas être quelqu'un de l'actor studio, mais pour lui-même, à certains moments, il avait du mal à voir quand se terminait la fiction et commençait la réalité. Et c'est ce chaos inhérent au film qui gênait la MPAA. Elle ne mettait pas le point sur un plan précis. Il ne leur disait pas de couper telle ou telle scène. C'était plutôt comme un malaise dur à identifier qu'ils avaient vis-à-vis de l'énergie du film. Car le chaos est la vraie vedette de ce film. Dans toutes les critiques qui ont été faites au film, on utilise le mot violence. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a toujours écrit violence. Alors Oliver disait que oui, mais si on allait plus loin, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Et ça se situe à d'autres niveaux au-delà de la violence. Oliver trouve qu'on a un stress de déconstruction qui est là en permanence. Nous savons que c'est un film, car nous voyons les changements fréquents de point de vue. Pourtant, personne n'a jamais dit de Guernica qu'il était trop violent. Ça parle de la guerre, et on peut intellectualiser cette peinture, la vénérer ou encore la mettre sur un piédestal. Pour la plupart, elle faisait penser à la guerre et son côté horrible. Mais nous sommes reconnaissants de pouvoir contempler cette beauté qui nous apporte une émotion et un enseignement. Et Tony recommande de voir le film de cette façon. Pas besoin d'être subtil pour comprendre que ce n'est pas un film d'exploitation, mais que c'est un film d'auteur. Un film marquant pour tous les gens qui ont vu et revu ce film. Je confirme. Woody dit que certaines personnes viennent vers lui en disant qu'ils sont Mickey, et du coup il préfère les éviter. Le but de ce film est d'ouvrir les yeux des gens sur la violence qui fait partie intégrante de la société américaine. Ils veulent montrer ce qu'en font les médias. Et ils en font un véritable spectacle. Pour les jeunes réalisateurs des années 90, Oliver reste surpris de voir que la violence est quelque chose de cool. Ou en tout cas, ils font comme si. Mais on ne peut pas faire toute une carrière là-dessus. Moralement, ça aurait pu parce qu'il a fait le Vietnam. Mais du coup, il a pu voir les ravages que pouvaient faire les armes à feu et ça l'avait terrifié. Ce film demande un peu plus de subtilité de la part du public. Il ne l'insulte pas, alors qu'il leur offre une violence lubrique. Beaucoup de films le font et gagnent beaucoup d'argent. La violence dans les films comparée à la violence réelle est une approximation presque risible. Les jeunes réalisateurs ne peuvent montrer la violence avec réalisme. Ils prennent donc un autre chemin. Ils écartent donc les conséquences de la violence. On tue quelqu'un et c'est fun, mais Oliver ne pourrait jamais faire pareil suite à son expérience. L'agressivité est une composante génétique en chacun de nous. Elle peut être réveillée et même stimulée par l'environnement. On admet tous avoir été tellement énervé au point de dire vouloir quelqu'un. Alors quelle est la différence entre nous et Mickey et Mallory? C'est une frontière vraiment très fine. Mickey s'est instruit à l'intérieur des murs de la prison. Il devient un peu comme Charles Manson. Pour la scène de l'interview dans la prison, ils se sont naturellement inspirés de l'interview de Manson par Geraldo Rivera, qui d'ailleurs était hilarant. Geraldo pensait vraiment avoir le rôle, mais il n'a probablement pas apprécié la satire. Ce que dit Manson dans son interview est brillant et peut-être même moralement correct, car Manson lui aussi était une victime de la violence. Il a eu une vie terrible. Et il s'analyse bien mieux que Geraldo ne le fait. Geraldo n'avait aucune conscience et se trouvait là uniquement pour en faire un show. Après toutes ces péripéties, le film est enfin terminé. Nous sommes le 26 août 1994 et le film sort enfin en salle.
Un jeune couple, Mickey et Mallory Knox, décide de s'embarquer dans une virée sanglante. Eux, qui ont été victimes de mauvais traitements de la part de leurs parents respectifs, tuent les gens qu'ils rencontrent sur leur route, leur déchéance et leur errance sanglante à travers les États-Unis étant scrutés par tous les médias. Plein de gens sensés ont critiqué sans avoir vu le film. Robert dit que Grisham est un type en guerre contre lui-même, qui cherche un bouc émissaire. Il rajoutera que ceux qui disent qu'une œuvre d'art est une incitation à une attitude antisociale ne sont pas franchement brillants. Personne ne regarde un film de 2 heures et décide de devenir un tueur. Il faut quand même préciser que le film est arrivé à une période très sensible. Oliver était dégoûté par ces 2 dernières années et tout ce qu'il voyait le rendait malade. Il s'est donc exprimé comme un homme qui jette de la peinture sur une toile. Il s'est laissé faire sans se censurer. Malgré ou grâce à son contenu polémique, Tierney est récompensé à de nombreuses reprises, notamment à la Mostra de Venise en 1994, où le film a cumulé le Grand Prix spécial du jury et le prix Pazeniti de la meilleure actrice pour Juliette Lewis. Oliver Stone a également été nommé au Golden Globe du meilleur réalisateur en 1995. Le film coûtera 35 millions et en rapportera 110. Ensuite, le film poursuivra sa route en VHS pour atteindre le statut de film culte. Et c'est le meilleur film de tous les temps et j'en ai rien à foutre de ce que vous pourrez me dire. Tous les acteurs du film auraient absolument tout fait pour Oliver. Robert Downey Jr. a même dit que s'il lui avait demandé de mâcher du verre en arrière-plan parce qu'il en avait besoin, il l'aurait fait. Ah ouais, quand même! Donc les acteurs ne manquaient jamais de répétition et de préparation. Il les laissait consulter le scénario, ce qui est plutôt rare pour un réalisateur. Et c'est quelque chose qui rassure énormément les acteurs. Juliette dira qu'il voulait qu'elle porte ses idées pour son rôle et pour ses scènes, ce qui l'a rassuré et lui a donné beaucoup de liberté. On pourrait croire qu'Oliver est un tyran du genre tais-toi et obéis, mais il n'est pas du tout comme ça. Tommy Lee Jones dira même d'Oliver que l'humilité est l'une de ses plus grandes qualités, même si la presse n'en tient pas compte. Il y crée son truc, et soit on y participe, soit on rentre chez soi. Car pour lui, si on ne veut pas aller jusqu'au bout, il faut passer son chemin. Les médias représentent quelque chose de très important, surtout la télévision et la presse à sensation, dans le contexte où se situe ce film. Dans l'esprit des gens, les médias représentent l'échelle de valeur. Plus on est célèbre, plus on est important. Le démon, bien sûr, surgit avec la violence, et Mickey le décrit comme une agression. Mais dans le film, ce sont les médias. Oliver dit que notre culture va droit dans le mur, et que nous sommes les otages des médias. Les médias ont déformé notre système de valeurs et notre raisonnement, tandis que notre société place des tueurs au même niveau que des vedettes de cinéma ou de télévision. Pour lui, nous sommes sur la mauvaise pente. Les critiques ont dit qu'ils avaient dépassé les limites. Peut-être, mais ce n'est pas l'essentiel. Il faut plutôt se demander jusqu'où se cache la satire. Certains journalistes considèrent que ce film aurait inspiré les modus operandi de certains tueurs, comme celle du Heath High School, la fusillade Columbine, ou encore l'affaire Ray Maupin. Dans ce dernier cas, la présence de l'affiche du film retrouvée dans la maison où logeait le couple témoignait qu'ils en étaient inspirés. Néanmoins, les policiers chargés de l'enquête ont affirmé que l'affiche ne se trouvait pas dans l'enceinte de la maison lorsqu'ils l'ont fouillée et qu'elle aurait été rajoutée a posteriori. L'un des 2 tueurs de l'affaire de la famille Richardson, Jeremy Steinke, âgé de 23 ans, a déclaré avoir regardé le film avec sa petite amie et complice âgée de 12 ans, Jasmine Richardson, avant qu'il ne tue la famille de cette dernière. Ce qui fait des 2 auteurs de l'acte des copycats avérés. On retrouvera des traces du film dans le manga Battle Royale, on retrouvera le film où ses personnages cités dans diverses chansons comme Respiration de Talib Kweli ou Jay-Z dans sa chanson All I Need. Les rappeurs Ice Cube et Dr. Dre ont enregistré un duo intitulé Natural Born Killers, ou encore le groupe de métal Emure qui a enregistré une chanson intitulée Natural Born Killer. Le groupe Mallory Knox s'est nommé ainsi d'après l'héroïne de ce film, et le rappeur Playboi Carti s'inspire du scène du film dans le clip de son titre Sky. Bref, vous le comprenez très bien, ce film a une grande importance dans l'histoire du cinéma et dans sa signification culturelle. En 1993, l'humoriste anglais Ben Elton publie Popcorn, un roman qui obtiendra le Gold Dagger Award. Reprenant à son compte la polémique lancée par le film Tierney d'Oliver Stone, à savoir le cinéma donne-t-il des idées aux tueurs ou les tueurs inspirent-ils le cinéma, l'auteur se livre à une analyse féroce de la société actuelle et banalise la violence via le cinéma. 2 tueurs débarquent chez leurs idoles, un réalisateur américain dans les films exalte la violence en faisant mine de les condamner, le prenant en otage, ils veulent le rendre responsable de leurs actes. Drôle et sinistre, Popcorn montre la complaisance généralisée d'une société qui ne sait plus où la fiction doit s'arrêter pour que la réalité ne vienne pas la surenchérir. L'artiste défend son œuvre et tous les protagonistes, cherchant face aux médias
à jouer les vedettes. Ben Elton accède véritablement à la reconnaissance internationale avec l'adaptation théâtrale de son roman, la dialectique de la fiction et de la réalité acquérant toute sa force. Jouée en France en 1998, où elle se voit décerner un Molière, la pièce triomphe sur toutes les scènes européennes. Ce film a clairement été pour moi le point de départ de mon amour pour le cinéma. C'était la première fois que le cinéma me montrait de quoi il était réellement capable. Il m'a aimé, il m'a détesté, il m'a fait sourire, il m'a fait souffrir, mais j'en suis ressorti totalement différent. Et j'en suis surtout sorti heureux et grandi. Parce que c'est ça le cinéma. L'outil le plus puissant pour déclencher toutes sortes d'émotions chez l'humain. Il nous permet de rêver, d'espérer et d'avancer. Après vous avoir parlé tout le long de cette émission de la violence du film, j'ai omis de vous parler d'un détail très important et peut-être même le plus important de tous. Tout d'abord, ce film est un film d'amour. Ces deux êtres que la vie a tout fait pour briser ont fini par se rencontrer, tomber amoureux et décideront que rien ni personne ne pourra les séparer. Et je conclurai en vous disant que la seule et unique leçon à tirer de cette histoire, c'est que l'amour peut tout vaincre. Voilà, c'est la fin de ce 7e sortie du culte. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter et partager. Vous avez le lien du sponsor dans la description. Allez cliquer dessus, ça soutient énormément la chaîne. Sinon, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee pour la soutenir également. Et on se retrouve bientôt. Ciao!